Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour, dis donc, vous dites bonjour à Despotrons-Minet avec une énergie. Avec énergie, très en forme et très optimiste pour ces derniers jours de campagne. Alors vous allez me dire pourquoi, parce que franchement quand on regarde, président donc, du Rassemblement National, bien sûr Jordan Bardella, votre parti il arrive quand même 3e, derrière Ensemble et derrière la NUPES. Vous ne pouvez plus dire que vous êtes le premier parti d'opposition. Et nous sommes non seulement le premier parti d'opposition, parce que devant nous, nous n'avons que des gens qui ont appelé à voter Emmanuel Macron, je pense à la coalition de gauche, et non seulement le premier parti de France. Parce que ça ne vous aura pas échappé que tant du côté de la Macronie que du côté de la coalition de M. Mélenchon, on a une addition de partis, soit de partis ultralibéraux, soit de partis d'extrême gauche. Donc nous sommes qu'il serait pas légitime à considérer qu'ils sont une mais je ne parle pas de légitimité, je vous dis que non seulement nous sommes le premier parti de France, et non seulement nous sommes le premier parti d'opposition. Et je dis aux Français ce matin, attention au rôle de faux opposant qui est en train de jouer de M. Mélenchon. Donc fin de la fable, il ne peut évidemment pas être Premier ministre. En revanche, on a là devant nous des gens qui partagent des idéologies qui sont très dangereuses pour la France. Et donc je dis aux Français, c'est maintenant de votre responsabilité que de confirmer votre vote et de nous doter du plus grand groupe puissant pour vous défendre à l'Assemblée nationale pendant 5 ans et pour être les avocats du peuple face à une politique d'Emmanuel Macron qui va être très brutale, je le crains. J'ai quand même l'impression que vous regardez les chiffres qui vous arrangent. Jordan Bardella, vous regardez le nombre de voix. Alors, de ce point de vue-là, oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez gagné 1,2 million de voix. Et nous sommes les seuls à gagner. Vous avez gagné des voix. Par rapport à 2017. Et la gauche, disons, aujourd'hui, je ne vais même pas pouvoir finir mes questions. Donc, je précise les choses, Jordan Bardella. En effet, si on regarde du côté même de la NUPES, c'est une addition de voix qui donne un ensemble plus important, mais du point de vue du nombre de voix, la gauche n'a pas progressé. Du côté d'ensemble, le parti présidentiel, en effet, a perdu des voix par rapport à 2017. Vous en avez gagné, je le précisais, 1,2 million. Et pour autant, vous n'incarnerez pas l'opposition. Pourquoi ? Ce qu'on appelle l'opposition à l'Assemblée, ce ne sera pas vous. Non mais, madame, Jean-Luc Mélenchon et la NUPES ont tous appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc on ne peut pas s'opposer à la réforme à 65 ans quand on a fait élire et appelé à voter pour celui qui va la mettre en œuvre. On ne peut pas s'opposer à la politique sociale d'Emmanuel Macron qui va être très dure quand on a appelé à voter pour celui qui va la mettre en œuvre. On ne peut pas s'opposer à Emmanuel Macron quand on partage avec lui la volonté de faire rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays. Il faut quand même se rappeler ce qu'est la France insoumise. La France insoumise, ce sont des gens qui défendent le burkini. C'est des députés comme Madame Obono qui revendiquent le droit de pouvoir dire nique la France. Ce sont des députés comme Madame Garrido qui considèrent qu'il faut se réconcilier avec les terroristes. Ce sont des gens comme Monsieur Mélenchon qui a menti aux Français en expliquant qu'il pouvait être Premier ministre en prenant les Français pour des idiots et qui, il y a quelques mois, marchait dans les rues de France avec le CCIF. Je crois que sincèrement, vous faites un peu un raccourci. Mais Jordan Bardella... Madame Garrido a parlé de réconciliation et d'apaisement avec les terroristes du Bataclan. Donc on a là une double menace. Une menace d'extrême gauche d'un côté et de l'autre, des pleins pouvoirs pour Emmanuel Macron. Face à cela, vous avez raison de souligner que le Rassemblement national est, à mon sens, et au sens des chiffres, le plus grand gagnant de ces élections législatives. Nous gagnons 6 points par rapport à 2017. Tous les autres mouvements en perdent. La NUPES, ils font quand même 5 points de moins qu'à l'élection présidentielle. Les Français choisissent, vous croyez, en la légitimité du peuple, en choix du peuple. Oui. Alors, est-ce que les Français se seraient trompés ou est-ce qu'on les aurait trompés ? Je pense que vous n'avez pas contribué à une campagne objective. Je ne vous vise pas personnellement, mais je pense que vous visez les journalistes. Vous n'allez sortir le grand classique. Je pense qu'il y a eu effectivement une surreprésentation de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Arcom. Non, il faut être très précis. Du temps de parole sur les 2 premières semaines, par exemple, du mois de mai. Exactement, c'est une question de temps de parole. Moi, si j'étais arrivé devant vous, si Marine Le Pen était arrivée devant vous en expliquant qu'on allait être Premier ministre d'Emmanuel Macron, vous nous aurez ri au nez et en 2 jours, vous auriez décodé j'ai reçu Marine Le Pen et mis fin à la blague. Elle m'a fait exactement la même démonstration. Ça tombe bien parce qu'on est dans le même parti. Mais je vais vous répondre la même chose. Et vous le savez sujet. Parfaitement, Jordan Bardella, la campagne et les chiffres de la représentation des différents partis en temps de parole dans les médias, c'est sur 4 semaines. Là, vous prenez les 2 premières semaines et vous savez que vous avez rééquilibré et que vous-même, vous avez au début été très peu présent. Marine Le Pen, elle a pris des vacances. Grand bien lui fasse. Après, vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas être dans les médias. Beaucoup de vos confrères ont fait mine de croire que la fable qu'a racontée Jean-Luc Mélenchon était vraie et que Jean-Luc Mélenchon
Mélenchon pouvait être Premier ministre. La question n'est pas celle-ci. La question de dimanche prochain, c'est quelle opposition à Emmanuel Macron en face de lui. Et moi, je dis aux Français, utilisez les bulletins de vote RN. Nous sommes au second tour dans 200 circonscriptions, c'est-à-dire plus du double que la dernière fois. Nous sommes arrivés en tête dans 108 circonscriptions et nous progressons, vous avez raison de le rappeler, dans près de beaucoup de circonscriptions. Et surtout, on gagne 1 200 000 voix, ce qui fait que d'après les projections aujourd'hui, nous pourrions multiplier par 5 ou 6 à minima notre nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le RN, vous partiez de très bas. Hein. Le RN, vous avez raison. Le RN avec 6 députés, ça fait 42% au second tour de l'élection présidentielle. Donc je dis aux Français, donnez-nous un groupe puissant et dans 5 ans, nous sommes au pouvoir. Il y a un front anti-RN face à vous, tout sauf le RN. Alors ils ont mis un petit peu de temps aussi, du côté des macronistes dans la soirée de dimanche soir, mais enfin ils en sont arrivés à l'idée qu'il ne fallait pas une seule voix pour l'extrême droite. Mais merci de confirmer que Jean-Luc Mélenchon est la béquille d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, quand le parti au pouvoir choisit son opposition et appelle à voter pour l'extrême gauche, c'est-à-dire quand moi je vois des ministres comme Olivia Grégoire ou comme Clément Beaune appeler à voter, appeler à retirer leur candidat, comme c'est le cas en Lot-et-Garonne où la République En Marche retire l'un de ses candidats pour appeler à voter pour l'extrême gauche. Mais quel jeu de dupe! Ils appellent donc à voter avec des gens avec qui, au fond, ils sont d'accord. Mélenchon, Macron, c'est la déconstruction de la France. C'est plus d'imposition. En fait, c'est l'UMPS. C'est le rejet de la valeur travail. Refaites l'UMPS, enfin, Mélenchon, écoutez, Macron. ce sont des copains. Voilà, c'est un jeu de dupe. Ce sont des gens qui se partagent le pouvoir. Tu votes pour moi à la présidentielle, Mélenchon vote Macron. Je vote pour toi à la législative et je t'aide à incarner une fausse opposition pendant 5 ans. Donc je dis aux Français, si vous voulez des gens qui vous défendent pendant 5 ans, faites entrer des avocats du peuple à l'Assemblée nationale. Faites entrer des gens qui vont défendre à l'Assemblée nationale l'inquiétude des fins de mois difficiles pour les Français. Des gens qui porteront à l'Assemblée nationale la question de l'insécurité et des violences qui sont aujourd'hui partout dans notre pays. Avocat du peuple, mais représentant du peuple, quand vous regardez les candidats de la NUPES, ils ont été chercher des personnalités, alors c'est sans doute assez symbolique, mais n'empêche que c'est relativement nouveau. Le boulanger dans le Doubs, Stéphane Ravaclet, la femme de chambre Rachel Keke dans le Val-de-Marne. C'est des incarnations aussi de la France. Quand vous dites, nous on connaît cette France des fins de mois, pourquoi n'envoyez-vous pas des personnalités comme ça? Parce que vous croyez que d'où viennent nos candidats? Ils m'ont l'air plus institutionnels. Nos candidats, ce sont des salariés, ce sont des fonctionnaires, ce sont des artisans, ce sont des étudiants, ce sont même des hauts fonctionnaires, ce sont des gens qui ont été diplomates. Nous avons, je dirais, dans nos candidats, la diversité de la population française et la diversité du peuple français. Il y a aussi, effectivement, derrière les candidats de la France insoumise, des islamo-gauchistes. Il y a des gens qui défendent, effectivement, le port du burkini. Il y a des gens qui défilent aux côtés du CCIF dans cette marche de la honte, comme M. Quatennens. Vous avez l'air de le dire comme si c'était... c'est très inquiétant. Et Jean-Luc Mélenchon n'a peut-être pas la possibilité d'être Premier ministre. En tout cas, il va transformer l'Assemblée nationale en un gigantesque squat. Voilà, en une ZAD, avec les idéologies les plus dangereuses pour la France et les plus dangereuses pour la République française. Donc, entre des gens qui défendent le burkini et des gens qui veulent faire de la France la City, eh bien, moi, j'appelle les Français à faire entrer des gens... Ça, c'est les macronistes ? Exactement, qui défendent la République française à l'Assemblée nationale. Le modèle de M. Mélenchon, c'est le Venezuela. Donc, si vous voulez le Venezuela, vous voulez Cuba, vous votez pour les candidats de la France insoumise. Si vous voulez que la France devienne une salle de marché où on continue de jouer au casino avec votre argent, où on continue d'affaiblir votre pouvoir d'achat, où on continue le chaos sécuritaire et migratoire, vous votez pour la République En Marche. Si vous voulez des gens qui défendent la sécurité, l'autorité, le travail, le mérite, le pouvoir d'achat pour les Français les plus modestes, alors il faut voter pour les candidats du RN. Et croyez-moi, c'est la première fois depuis 1986 que le Rassemblement national peut obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne cessons de progresser. Quoi, un groupe ça va changer quoi dans la vie des Français si vous avez un groupe? Mais madame, avec 6 députés sur 577, nous réunissons 13 millions de voix à l'Assemblée nationale. Et je pense que nous sommes de ceux qui... Non, mais en termes de transformation de la France... Mais ça change que nous avons un groupe, ça change que nous pouvons porter les inquiétudes des Français à l'Assemblée nationale, ça change que dès notre élection, dès notre arrivée à l'Assemblée dans quelques jours, nous allons proposer à l'Assemblée la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le carburant, le fioul, le gaz. Si les macronistes et les mélenchonistes ne veulent pas le voter, ça sera très révélateur. Mais nous allons faire ce travail exigeant. Nous allons continuer de travailler et surtout nous allons préparer évidemment le socle des victoires futures parce que je pense que nous arriverons au pouvoir et que c'est peut-être au fond le sens de l'histoire. Je vais vous interroger dans un instant sur justement la situation, notamment sur l'emploi, la pénurie de jobs et de saisonniers. Mais je voudrais que vous écoutiez les propos de Jean-Luc Mélenchon hier qui s'est adressé à vos électeurs. Écoutez. S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle, ça ne sert à rien.
Alors, il avait jusqu'alors utilisé la formule inverse. S'il y a des fâchés pas trop fachos, il les invitait à voter pour lui. Là, il a inversé. Je ne sais pas si c'est un lapsus ou non, mais en tout cas, il s'est pas repris. Mélenchon, c'est l'outrance. Voilà, c'est l'outrance de l'extrême gauche. Je pense que l'extrême gauche est une menace aujourd'hui pour la France, c'est une menace pour la République française. Et je pense que face à cette menace, nous sommes les garants des institutions. Depuis 5 ans, nos libertés ont beaucoup reculé avec Emmanuel Macron. Et moi, le programme de Jean-Luc Mélenchon, il me fait peur. Et je pense qu'il fait peur à énormément de Français. Il me fait peur dans Mais est-ce qu'il y a des fachos pas trop fâchés qui pourraient voter Jean-Luc Mélenchon ? Non, mais moi, j'insulte pas les Français. Vous voyez, c'est une insulte. Moi, je respecte. Je suis en désaccord avec les choix politiques de la France insoumise. Je suis en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, que je considère une menace pour la France, pour mon identité et pour la République française. Mais je n'insulte pas les électeurs, je n'insulte pas les Français. Donc, les traités de fachos, c'est les insulter. Oui, bien sûr. Bon, ça veut dire qu'on traite 13 millions et demi de Français de fascistes, de racistes. On connaît tout cela. Donc, Mélenchon-Macron, c'est le même combat. Nous sommes au second tour, je le répète, dans 200 circonscriptions. Donc, j'appelle les Français à utiliser ces bulletins RN, à amplifier leur vote, à confirmer leur vote. Et je vais même vous dire, j'appelle les électeurs d'Éric Zemmour et les patriotes sincères de LR à venir travailler avec nous, à nous rejoindre. Je pense qu'il est temps de faire un bout de chemin ensemble et que nous partagions mieux vaut tard que jamais, dis donc. L'essentiel. Pourquoi mieux vaut tard que jamais ? Ça fait un petit bout de temps que Marion Maréchal, que Éric Zemmour vous disent essayons de nous mettre ensemble pour avancer. Non mais les accords de boutique, c'est pas le sujet. Moi, je parle aux Français, je parle aux électeurs français et je parle à tous les Français. Et je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui, chez les déçus de LR, comme chez les déçus d'Éric Zemmour, qui s'aperçoivent que la stratégie qu'il a mise en œuvre est une impasse parce qu'elle est excessive, une volonté, une conscience d'abord qu'une course contre la montre est aujourd'hui engagée dans notre pays contre toutes les forces de déconstruction sociale, économique, d'identité. Et je leur dis, travaillons ensemble, donnez-nous de la force, donnez-nous de la voix et aidez-nous à porter vos idées et vos convictions pendant 5 ans dans le paysage politique Jordan français. Bardella, je voudrais bien comprendre ce que vous dites. Quand vous dites travaillons ensemble, vous vous adressez aux électeurs d'Éric Zemmour ? Oui, bien sûr. Ou est-ce que vous vous adressez aux équipes d'Éric Zemmour ? Je pense notamment à un certain nombre, Gilbert Collard, Stéphane Ravier, Marion Maréchal, qui venaient de vos rangs. Est-ce que vous dites aujourd'hui, bon allez, on oublie tout, on efface tout, madame, revenez bosser avec nous ? Je pense qu'on est... Non. On l'a été depuis d'ailleurs le début de cette campagne législative. On n'a pas menti aux Français. On a dit Mélenchon ne sera pas Premier ministre parce que l'honneur et la vérité, ça compte pour nous. Donc, des gens qui nous ont trahis, qui sont partis en pleine campagne, en se comportant de manière pas très claire et pas très loyale, on ne peut pas dire qu'ils aient... la porte, la porte sera fermée. La porte sera fermée, on a un minimum d'honneur. Mais en revanche, il y a beaucoup de gens, d'électeurs, parce que ce n'est pas les quelques cadres, si vous voulez, qui sont partis du RN pour se retrouver chez Éric Zemmour par opportunisme, voyant que les sondages étaient mieux placés, etc. Ça n'intéresse pas les gens. En revanche, il y a, je pense, chez les électeurs d'Éric Zemmour, la volonté de sauver la France et la conscience que se joue dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années la survie de notre pays. Donc je leur dis, travaillons ensemble, venez avec nous et voyez bien que nous sommes aujourd'hui les meilleurs avocats du camp patriote et du camp national. Jordan Bardella, dans les aéroports, dans l'hôtellerie-restauration, dans les hôpitaux, il manque de bras. Il y a un grand nombre de postes qui ne sont pas pourvus. Chez les saisonniers en particulier, 100 000 saisonniers manquent à l'appel. C'est un chiffre que donne ce matin l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Comment vous faites pour faire face à ça ? Est-ce que vous dites, tant pis, il y aura moins de tourisme ? Ou est-ce que vous allez chercher en Tunisie, par exemple, comme les accords proposés ? D'abord, je pense que les salaires sont trop bas. Et il y a une concurrence déloyale qui s'est installée depuis maintenant plusieurs années. C'est le cercle vicieux de l'immigration, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on utilise l'immigration pour faire peser à la baisse sur les salaires. Donc, il y a d'abord une question de salaire. Ce que nous proposons, c'est 2 choses. D'abord, d'arrêter la concurrence internationale déloyale en abrogeant, par exemple, la directive du travail détaché. Aujourd'hui, au sein du marché commun, vous pouvez aller chercher des travailleurs d'Europe de l'Est. Ils travaillent en France, ils paient les charges dans le pays de départ et dans le pays d'origine, ce qui crée une concurrence déloyale avec les travailleurs français. Donc, d'abord, on abroge la directive du travail détaché. Deuxièmement, on passe un deal gagnant-gagnant avec les entreprises. On dit aux patrons de TPE-PME, vous voulez augmenter vos salaires, vous augmentez de 10% tous les salaires de votre entreprise. En contrepartie, nous exonérons de cotisations patronales ces 10% de hausse salariale. C'est une vraie mesure en faveur du pouvoir d'achat. Je vous donne un exemple. En attendant, il y a quand même 100 000 personnes qui manquent à l'appel. Non, mais on ne peut pas résoudre en 48 heures. Pour cet été, moi, je vous pose la question aussi. Je comprends parfaitement. Mais là, moi, je vous pose la question pour cet été. Cet été,
vous faites quoi? C'est-à-dire cet été, est-ce que vous dites OK à tous les travailleurs tunisiens, puisque notamment les métiers de l'hôtellerie et de la restauration ont dit on va faire un accord avec la Tunisie pour qu'ils nous envoient des travailleurs qui, eux, sont motivés, sont prêts à venir bosser, contrairement à de nombreux Français qui disent bah non, nous, on n'a pas envie de faire le job, ou en tout cas ne répondent pas aux appels d'offres. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Écoutez, moi, je suis pragmatique. Si demain matin, un chef d'entreprise me dit aujourd'hui, je n'ai pas d'autre possibilité que d'utiliser quelqu'un qui est tunisien, marocain, etc., évidemment qu'il le fait. Mais ce n'est pas un modèle viable. Et notre solution est de faire en sorte que les chefs d'entreprise français puissent embaucher des Français. Donc, il faut évidemment augmenter les salaires et nous préparons. Mais c'est pas le sujet. Et nous préparons également, nous proposerons à l'Assemblée nationale une mesure pour tous les étudiants qui souhaitent accéder à des jobs saisonniers, qui est une prime de 300 € qui viendrait compenser les salaires actuels, aider les chefs d'entreprise aussi à augmenter les salaires. Prime de 300 € pour tous les étudiants qui, sous couvert de validation de leur diplôme, accepteraient un job saisonnier. Et il y a un problème de prix des loyers aussi, parce que aujourd'hui, un salaire moyen pour un saisonnier, c'est 4 mois. Le problème, c'est que quand un étudiant veut se loger, l'intégralité du loyer, du et salaire notamment passe dans les zones de grande tension. Dans le loyer. Et nous proposons notamment que 20 à 30 000 logements sociaux créés chaque année soient directement réservés aux jeunes, aux étudiants et également évidemment aux travailleurs. Note des renseignements. Donc c'est une réponse vraiment globale. Note des renseignements généraux qui dit incidents scolaires liés au voile islamique en très forte hausse. Cette note des renseignements que l'on découvre aujourd'hui montre de 144 signalements pour incidents scolaires liés au voile islamique au deuxième trimestre, contre 97 au premier trimestre. Alors attention, c'est 144 signalements pour 5,6 millions d'élèves et 10 000 établissements. Mais enfin, c'est presque c'est au moins la moitié plus que le premier trimestre. Et l'explication qui est donnée par la police, c'est le contexte de la présidentielle avec des candidats anti-islam. Ce serait une sorte de bras de fer. Je vais vous dire, le problème, c'est pas les candidats à la présidentielle. Donc c'est votre faute, quoi. Le problème, c'est la démographie. Et le problème, c'est que tant qu'on continuera à avoir une politique d'immigration massive qui fait venir des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, qui parfois viennent de cultures différentes, où le port du voile est légion pour les femmes, alors on aura ce problème. C'est la force du nombre et la démographie, si vous me permettez de rappeler une citation d'Auguste Comte, c'est le destin, c'est la seule science exacte. Donc si on continue à faire rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, à transiger sur la laïcité, à autoriser le communautarisme, à autoriser le burkini, à autoriser les signes religieux ostentatoires dans l'espace public, alors on ne s'en sortira pas. Donc il faut commencer, 1, par arrêter l'immigration, 2, par bannir de l'ensemble de la sphère publique, les mairies, les collectivités et évidemment l'université, les signes religieux ostentatoires. Ensuite, il faut soutenir aujourd'hui les enseignants parce que Valeurs Actuelles rappelait ce chiffre il y a maintenant 1 an et demi. 52% des enseignants disent s'auto-censurer dans les classes. Il y a des passages de l'histoire de France qu'on n'aborde plus aujourd'hui. On n'aborde plus la Shoah. On n'aborde plus qu'il y a une forme de la guerre responsabilité, d'Algérie. c'est-à-dire à la fois de vous, mais aussi de quelqu'un comme Éric Zemmour pendant la campagne, à avoir créé une sorte de bras de fer avec la population et notamment la jeunesse musulmane. Non, je ne crois pas du tout. La jeunesse musulmane, c'est les radicaux qui ont gagné aujourd'hui. Quand vous avez un sondage IFOP qui vous dit que 54% des jeunes musulmans des 18-25 ans considèrent que la loi de Dieu est supérieure aux lois de la République, c'est pas de la faute de Marine Le Pen et c'est pas de la faute d'Éric Zemmour. Donc on ne peut pas accuser, si vous voulez, en permanence ceux qui dénoncent les problèmes d'être ceux qui ont créé les problèmes. Moi, je pense que ce problème, il vient de 30 ans de laxisme à l'égard de l'immigration et de 30 ans de faiblesse à l'égard de l'islam politique. Les radicaux, aujourd'hui, ont gagné. Donc nous avions défendu, il y a quelques mois, nous la porterons à l'Assemblée nationale, une grande loi contre l'idéologie islamiste. Je note que la faible loi qui a été votée par M. Darmanin est parfaitement inefficace. Il y a encore des lieux de culte radicaux qui ne sont pas fermés. Il y a 4500 fichiers étrangers qui ne sont pas expulsés et qui viennent évidemment, engorger les services de renseignement. Donc il faut les expulser. Il faut rendre la France invivable pour ceux qui la détestent et qui la combattre. Et puis il faut réaffirmer partout où nous le pouvons et dès l'école la défense de notre histoire nationale, de nos modes de vie, de notre identité, ce qui n'est plus fait aujourd'hui. Et les premières victimes de l'islamisme sont aujourd'hui les femmes qui voient leur liberté reculer. Il y a des centaines de quartiers aujourd'hui où les femmes ne peuvent plus s'habiller correctement, ne peuvent plus se maquiller comme elles le souhaitent, et même certaines d'ailleurs, et moi j'en connais beaucoup en Seine-Saint-Denis avec qui j'ai grandi, qui sont contraintes de porter un voile pour pouvoir être tranquilles et ne pas être harcelées par les grands frères lorsqu'elles sortent dans les rues. Jordan Bardella, la semaine dernière, je le disais, je recevais Marine Le Pen et quand je l'ai interrogée sur votre destin
à la tête du Rassemblement national. Elle était assez en colère et elle disait c'est pas le moment, elle ne voulait pas en parler. Mais enfin, quand même, parlons-en 2 minutes. L'avenir, c'est vous, au RN ? Non, mais ce n'est pas le moment. Nous sommes encore engagés Donc dans un cycle électoral. Donc vous êtes en train de mettre en place tout ça, mais les Français n'ont pas le droit de le savoir. Non, moi je ne mets rien en place du tout. Ne vous fiez pas à tout ce que vous lisez dans la presse. Je suis président par intérim jusqu'à la rentrée de septembre. Marine Le Pen dira ensuite si oui ou non elle souhaite reprendre la présidence. Et si elle ne reprend pas la présidence du Rassemblement national, il y aura un congrès. Moi, je suis aujourd'hui à ma place, mais je vous le dirai en temps voulu. Il y aura une forme. Mais il y aurait. Non, mais je reviendrai avec plaisir vous expliquer ce qu'on fera à la rentrée. Mais il y aura une forme d'indécence à commenter ce qui se passera dans 6 mois et à parler de l'avenir du Rassemblement national. Alors qu'on est encore en élection. Non, mais c'est pas indécent. Les élections sont pas terminées. Je veux dire, laissez passer les élections, chaque chose en son temps, étape par étape. On fera ça à la rentrée. En tout cas, Marine Le Pen a d'ores et déjà indiqué qu'elle prendrait la tête du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et qu'elle restera la leader de l'opposition. Je veux dire, elle a réuni sur son nom 42%, 13,5 millions, c'est-à-dire un nombre de voix historique dans l'histoire de notre mouvement. Je pense que il ne nous manque plus grand-chose pour arriver au pouvoir aujourd'hui, qu'il y a peut-être des craintes encore à notre égard. Moi, j'ai conscience que certains Français aujourd'hui peuvent avoir des craintes à notre égard et notre objectif est de faire en sorte que dans 5 ans, il n'y ait plus un seul Français qui nous perçoive au travers de la caricature qu'on a peut-être trop longtemps fait de nous. Jordan Bardella, président donc du Rassemblement national, au moins jusqu'en septembre, vous reviendrez nous dire si vous êtes candidat à cette présidence de manière plus pérenne. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.